Le missile de l'Apocalypse? Imaginez une seule arme capable d'effacer de la carte un pays entier, d'un seul tir, sans laisser le moindre espoir de riposte. C'est exactement ce que promet le missile russe RS-28 Sarma, plus connu sous le nom terrifiant de Satan II. Dans un monde où la guerre est redevenue une menace quotidienne et où les tensions nucléaires refont surface, ce missile n'est pas un simple outil militaire, c'est un signal. Une démonstration de force, un message lancé au reste du monde. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Depuis son annonce par Vladimir Poutine, le Satan II est au cœur des fantasmes, des peurs et des spéculations stratégiques. Il symbolise le retour d'une course à l'armement nucléaire que beaucoup pensaient reléguée au passé. Ce monstre d'acier, présenté comme invincible, est capable de voler à des vitesses hypersoniques, de transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes, et de frapper n'importe quel point du globe en quelques minutes seulement. Mais que sait-on réellement de cette arme dévastatrice? Est-ce une véritable révolution technologique ou une manœuvre psychologique destinée à intimider l'Occident? Que signifie son existence pour la paix mondiale? Et surtout, comment le monde réagit-il face à une telle menace? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les entrailles de l'arme la plus effrayante de l'arsenal russe. Nous verrons comment elle a été conçue, pourquoi elle porte ce nom diabolique, quelles sont ses capacités réelles et en quoi elle change totalement l'équilibre stratégique mondial. Préparez-vous à une immersion dans un monde où la dissuasion se mesure en mégatonnes, et où chaque test nucléaire devient un message codé entre superpuissances. Le Satan II n'est pas qu'un missile. C'est un avertissement. L'origine du Satan II, un monstre hérité de la guerre froide. Pour comprendre le missile Satan II, il faut remonter aux dernières années de la guerre froide. À cette époque, l'Union soviétique possédait déjà un missile balistique intercontinental surnommé R-36M, que l'OTAN, dans une logique de dissuasion symbolique, avait baptisé Satan. Ce nom n'a jamais été choisi par les Russes, mais il a rapidement été adopté dans l'imaginaire collectif comme synonyme de destruction absolue. Mais avec l'effondrement de l'URSS et la détérioration de nombreux équipements militaires soviétiques, Moscou a commencé à envisager un remplaçant plus moderne, plus puissant, plus rapide. C'est ainsi que naît le projet RS-28 Sarma, officiellement lancé dans les années 2000, mais véritablement révélé au grand public par Vladimir Poutine en 2018. Son objectif? Remplacer le Satan d'origine, tout en contournant les systèmes antimissiles occidentaux. Le Kremlin voulait une arme capable de traverser n'importe quel bouclier, d'atteindre n'importe quelle cible sur Terre, et de dissuader toute intervention étrangère, notamment de la part des États-Unis et de l'OTAN. Le développement du Satan II s'inscrit donc dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident. Guerre en Géorgie, 2008, annexion de la Crimée, 2014, intervention russe en Syrie, sanctions économiques, autant d'éléments qui ont poussé Moscou à renforcer sa doctrine nucléaire. Le missile a été conçu par le bureau d'études Makeyev Rocket Design Bureau, une entité russe spécialisée dans les ICBM, missiles balistiques intercontinentaux. Son développement a été gardé largement secret pendant plusieurs années. Et pour cause, le Satan II n'est pas une simple modernisation. Il incarne un changement de paradigme. En effet, ce missile n'est pas seulement plus puissant. Il est stratégiquement conçu pour échapper au radar, changer de trajectoire en vol, et atteindre ses cibles via des trajectoires inhabituelles, y compris par le pôle sud, une option pratiquement impossible à intercepter avec les défenses antimissiles actuelles. Ce missile, né d'une ère révolue mais réactivé par les tensions modernes, est donc un héritier direct de la guerre froide, mais amélioré à la sauce du XXIe siècle. Il est la réponse russe à ce qu'elle perçoit comme une expansion militaire occidentale, et l'affirmation d'un retour en force sur la scène stratégique mondiale. Les capacités techniques du Satan II, l'ingénierie de l'Apocalypse. Le RS-28 Sarma, surnommé Satan II par l'OTAN, n'est pas un missile comme les autres. C'est sans doute l'arme la plus destructrice jamais conçue par l'homme. Chaque détail de son architecture a été pensé pour maximiser sa portée, sa létalité, et surtout, sa capacité à échapper à toute forme de défense antimissile. Règle droite, taille et poids. Commençons par sa structure physique. Le missile mesure environ 35 à 36 mètres de long,
pour un diamètre de 3 mètres et un poids colossal de 208 tonnes au lancement. À titre de comparaison, c'est presque l'équivalent du poids d'un avion de ligne entièrement chargé. Il s'agit d'un missile silo-lancé, c'est-à-dire stocké dans des silos souterrains ultra renforcés, prêt à être activé en quelques minutes. Feu portée intercontinentale. Le Satan II est capable de frapper une cible située à 18 000 km, ce qui signifie que depuis la Russie, il peut atteindre n'importe quelle ville sur la planète. Paris, Washington, Pékin, Tel Aviv ou encore Canberra. C'est ce qu'on appelle un ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Symbole de collision, charge utile monstrueuse. Ce missile peut emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires lourdes, ou 15 ogives plus légères, disposées selon une technologie dite MIRV, multiple indépendant litre jetable réentry vehicle. Cela signifie qu'une fois dans l'espace, ces ogives se séparent et peuvent frapper des cibles différentes simultanément, rendant toute interception pratiquement impossible. La puissance explosive totale transportée pourrait atteindre 50 mégatonnes, soit plus de 3000 fois celle de la bombe d'Hiroshima. C'est un potentiel de destruction qui dépasse l'entendement humain. Cyclone, maniabilité et contournement. Le Satan II n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Il utilise des trajectoires non balistiques, c'est-à-dire qu'il peut modifier sa direction en cours de vol, voire passer par des itinéraires inattendus comme le pôle Sud, alors que la majorité des systèmes occidentaux sont orientés vers le pôle Nord. Cela lui permet de brouiller les radars et éviter les zones de surveillance. Il est également conçu pour résister aux contre-mesures électroniques, déjouer les satellites espions, et libérer de fausses ogives afin de saturer les défenses ennemies. Il embarque même des systèmes leurres pour tromper les boucliers antimissiles les plus avancés. En résumé, le Satan II est une arme de dissuasion totale, conçue non pas pour être utilisée en premier, mais pour disqualifier toute idée de frappe contre la Russie. Une fois lancé, il est pratiquement inarrêtable. Et c'est précisément cette certitude qui en fait une pièce maîtresse de l'équilibre nucléaire mondial. Comparaison avec d'autres missiles, le roi incontesté des ICBM? Dans le monde fermé et stratégique des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, le Satan II s'affiche comme le géant absolu. Mais que vaut-il vraiment face aux armes équivalentes déployées par les autres grandes puissances nucléaires? Est-il le plus puissant, le plus moderne, ou simplement le plus intimidant? Minuteman III, l'ancêtre modernisé. Côté américain, le missile de référence est le LGM-30 Minuteman III, en service depuis les années 1970 mais régulièrement modernisé. Il a une portée d'environ 13 000 km, et peut emporter 3 ogives nucléaires, contre 10 à 15 pour le Satan II. Il est léger, rapide et fiable, mais technologiquement dépassé par rapport au RS-28. Un remplaçant, le Sentinelle, est en cours de développement, mais il n'est pas encore opérationnel. Dongfeng 41, DF-41, le concurrent chinois. La Chine n'est pas en reste avec son DF-41, testé avec succès en 2015. Il a une portée équivalente au Satan II, 12 000 à 15 000 km, et peut transporter 10 ogives MIRV, selon les sources officielles. Il a cependant un gabarit plus réduit, et la transparence chinoise autour de ses capacités réelles reste limitée. Le DF-41 est mobile, lancé depuis des camions, tandis que le Satan II est silo-lancé. M51, la dissuasion française. La France mise sur ses missiles M51, embarqués à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE. Moins imposant, le M51 a une portée de 8 000 à 10 000 km, avec 6 ogives nucléaires. Son atout principal, la furtivité sous-marine et la mobilité. En termes de puissance brute, il ne rivalise pas avec le Satan II, mais il reste un outil crédible de dissuasion. Satan II, un cran au-dessus? Le RS-28 Sarma surclasse tous ses rivaux sur plusieurs plans. Capacité de charge, vitesse, puissance explosive, et surtout capacité de contournement des défenses. C'est une arme pensée pour survivre à un conflit nucléaire total et frapper en second avec une intensité dévastatrice. Index revers pointant vers la droite blanc. Conclusion partielle. Si l'on devait désigner le missile balistique le plus redoutable aujourd'hui, le Satan II serait clairement en tête du classement. Non pas seulement par ses chiffres, mais par l'effet psychologique qu'il exerce sur les états-majors occidentaux. Pourquoi ce surnom Satan? Le pouvoir d'un nom. Satan II, un nom qui fait froid dans le dos, qui résonne comme une menace divine, presque mythologique. Mais d'où vient cette appellation?
Est-ce la Russie elle-même qui a choisi de baptiser ainsi son missile intercontinental? La réponse est non. Ce nom n'a rien d'officiel côté russe. Il s'agit en réalité d'une désignation de l'OTAN, utilisée dans le cadre de ses nomenclatures militaires. Depuis la guerre froide, l'OTAN attribue des noms codés à tous les matériels militaires russes ou chinois, souvent avec une logique spécifique. Par exemple, les chasseurs commencent par la lettre F, comme flanqués pour le Su-27, les bombardiers par B, et les missiles balistiques, par S, pour stratégiques missiles. C'est dans ce cadre que le R-36M soviétique, l'ancêtre du Satan II, a reçu le nom de SS-18 Satan dans les années 1970. Ce nom, jugé particulièrement marquant, a traversé les décennies. Lorsque la Russie a dévoilé le missile qui devait remplacer le SS-18, les analystes occidentaux ont naturellement commencé à l'appeler Satan II. Le nom RS-28 Sarma, son appellation officielle côté russe, a été largement éclipsé dans les médias internationaux par ce surnom bien plus évocateur. Mais ce choix linguistique n'est pas neutre. Le poids psychologique. Utiliser un nom comme Satan, c'est jouer sur la peur, l'imaginaire collectif et la charge religieuse. C'est faire du missile une sorte de figure démoniaque, maléfique, inarrêtable. En Occident, où l'image du Satan est ancrée culturellement comme l'incarnation ultime du mal, ce nom agit comme une arme psychologique. Il fait vendre des articles. Il crée l'inquiétude. Il amplifie l'image de la Russie comme une menace infernale, presque surnaturelle. C'est aussi un outil de propagande inversée. Si l'OTAN veut effrayer ses citoyens pour justifier le développement de nouvelles armes, quoi de mieux que de désigner son adversaire comme le diable lui-même? Punaise, et côté russe? Moscou, de son côté, ne reprend que rarement le nom Satan dans sa communication. Le missile est désigné comme Sarma, un nom qui fait référence au peuple nomade guerrier de l'Antiquité russe. Un symbole de puissance, mais pas de mal absolu. Index revers pointant vers la droite blanc en résumé, le nom Satan II est une création occidentale, mais il a atteint son but, faire du missile non seulement une menace réelle, mais aussi une entité symbolique du chaos nucléaire. Les tests et démonstrations quand le monstre a pris son envol. Le missile Satan II, ou RS-28 Sarma, n'est pas resté une simple menace théorique dans les discours de Vladimir Poutine. Il a été testé, filmé, diffusé et brandi comme une démonstration de force. Ces essais publics font partie intégrante de la stratégie russe, montrer les muscles au monde entier, surtout en période de tension internationale. Fusée premier test officiel, avril 2022. Le 20 avril 2022, la Russie annonce en grande pompe le premier essai réussi du Satan II. Le missile est lancé depuis le cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest du pays, et atteint une cible fictive sur le site d'essai de Koura, au Kamtchatka, à plus de 5000 km de distance. Ce tir est immédiatement salué par le Kremlin comme une avancée historique, et présenté comme une réponse directe aux menaces perçues de l'Occident. Dans une déclaration télévisée, Vladimir Poutine qualifie le missile de véritablement unique, ajoutant qu'il n'a pas d'équivalent dans le monde. Les images diffusées par le ministère russe de la Défense montrent le missile sortant lentement du silo, puis s'élevant dans le ciel dans une gerbe de flammes. L'effet est aussi visuel que politique. Satellite objectif, la dissuasion par la visibilité. Le test n'était pas uniquement technique. Il servait aussi à envoyer un message. À une époque où la guerre en Ukraine venait d'éclater, Moscou souhaitait rappeler au monde et notamment à l'OTAN que la Russie restait une puissance nucléaire redoutable. Montrer le Satan II en action, c'était aussi rassurer l'opinion russe et impressionner les adversaires. Visage pensif, ce que l'on ne voit pas. Malgré les images officielles, beaucoup d'experts restent prudents. Plusieurs questions demeurent. Le missile est-il réellement opérationnel? Combien de tirs ont été réalisés? Les données de vol ont-elles été maquillées? Certains analystes estiment que les capacités annoncées par Moscou pourraient être exagérées, à des fins de propagande. D'autres pensent que le missile n'est pas encore pleinement intégré dans l'arsenal russe, malgré les déclarations officielles. D'autres essais prévus? Depuis le test d'avril 2022, d'autres essais ont été évoqués, sans toujours être confirmés. En 2023 et 2024, plusieurs sources ont rapporté des mouvements autour de sites de lancement, sans tir publicisé. La Russie semble entretenir le mystère, jouant la carte du flou pour maintenir l'attention. Index revers pointant vers la droite blanc, le Satan II a été testé, filmé, utilisé comme arme médiatique.
Mais entre réalité technologique et spectacle géopolitique, la frontière reste floue. Le rôle du Satan II dans la doctrine nucléaire russe, une dissuasion au bord du chaos. Le missile Satan II n'est pas seulement une prouesse technologique, ni une simple démonstration de force. Il s'inscrit au cœur même de la doctrine militaire nucléaire de la Russie, une stratégie mûrement pensée, souvent incomprise, mais redoutablement efficace sur le plan géopolitique. Une pièce maîtresse de la dissuasion stratégique. Depuis l'ère soviétique, la Russie fonde une large part de sa sécurité nationale sur la capacité de dissuasion nucléaire. Cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'utiliser ses armes atomiques pour en tirer un bénéfice stratégique. Il suffit que ses adversaires sachent qu'elles sont là prêtes, puissantes, et capables de répliquer instantanément à toute attaque. Dans ce cadre, le Satan II joue un rôle central. Il représente la capacité de seconde frappe, c'est-à-dire l'assurance que la Russie peut anéantir l'agresseur même après avoir été touchée la première. Grâce à sa puissance, sa vitesse, sa trajectoire imprévisible et sa résistance aux contre-mesures, il garantit que toute attaque nucléaire contre la Russie serait suicidaire pour l'assaillant. Épée croisée, la stratégie de l'escalade pour désescalade. Depuis les années 2000, les stratèges russes ont affiné une doctrine controversée, celle de l'escalade pour désescalade. Elle consiste à utiliser une arme nucléaire tactique à faible puissance en début de conflit si une guerre conventionnelle menace la sécurité nationale, afin de forcer l'adversaire à reculer. Dans ce contexte, le Satan II n'est pas une arme tactique, mais la garantie ultime. Il vient boucler la chaîne de dissuasion. En montrant qu'au bout de toute escalade, il existe une réponse finale, totale, irréversible. C'est l'arme du jamais, celle que l'on ne veut pas employer, mais que tout le monde redoute. Bouclier, une doctrine tournée vers la survie. Contrairement à la doctrine américaine, qui évoque parfois des frappes préventives, la doctrine russe insiste sur le caractère défensif de son arsenal nucléaire. Le Satan II n'est donc pas présenté comme une arme d'attaque, mais comme le dernier rempart. Celui qui garantit la survie de la Russie, même en cas de guerre totale. Index revers pointant vers la droite blanc. Résultat, le Satan II ne se contente pas d'exister. Il structure toute la posture militaire russe, il dicte les lignes rouges, et il conditionne les décisions stratégiques de Moscou face à l'OTAN et aux États-Unis. Réaction mondiale, l'arme qui redéfinit la peur. Le dévoilement du Satan II et ses essais spectaculaires ont immédiatement déclenché des réactions dans le monde entier. Entre inquiétude réelle, guerre psychologique et manœuvres diplomatiques, ce missile a résonné comme un coup de tonnerre géopolitique. États-Unis, entre mépris affiché et alarme stratégique. Côté américain, la première réponse officielle a été relativement mesurée. Le Pentagone a reconnu que le test de 2022 n'était pas une surprise, car les États-Unis en avaient été informés à l'avance, conformément aux traités internationaux. Mais derrière cette façade calme, le message était bien reçu. Les services de renseignement américains ont immédiatement revu leurs évaluations de la capacité de frappe russe, et des fonds supplémentaires ont été débloqués pour accélérer le développement du remplaçant du Minuteman III, le programme Sentinelle. Globe sur la zone méridienne OTAN, alerte silencieuse. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a réagi plus discrètement, sans déclaration fracassante. En interne, toutefois, les États membres ont renforcé leur coordination nucléaire, en particulier entre les pays dotés de l'arme atomique comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des exercices de simulation d'attaque ont été intensifiés, et des mesures de protection des infrastructures critiques ont été mises à jour. Europe, entre nervosité et résilience. En France et au Royaume-Uni, le Satan II a été largement couvert par les médias. Les experts militaires ont souligné l'impossibilité de se protéger face à un missile de cette catégorie, mais ont rappelé que la dissuasion nucléaire française et britannique restait crédible grâce à la capacité de seconde frappe depuis sous-marin. Dans les opinions publiques, cette annonce a ravivé des craintes que l'on pensait oubliées depuis la guerre froide, celle d'un anéantissement total en quelques minutes. Chine et Inde, silence stratégique. Pékin et New Delhi n'ont presque pas commenté publiquement l'arme. Pour ces puissances nucléaires, la priorité semble être de ne pas alimenter l'escalade verbale, tout en observant de près les implications stratégiques du missile russe. Index revers pointant vers la droite blanc. Au final, le Satan II a eu l'effet escompté. Rappeler au monde que la Russie reste une superpuissance nucléaire capable de changer le cours d'un conflit mondial. Une arme qui, sans même avoir été utilisée, a déjà modifié l'équilibre psychologique entre les grandes puissances.
Scénarios hypothétiques et si le Satan II était lancé? Imaginons l'impensable, le Satan II est lancé. Pas en exercice. Pas pour impressionner. Pour frapper. Que se passerait-il réellement si cette arme entrait en action? Quels seraient les effets immédiats, les conséquences stratégiques et les répercussions humaines? Coup au but cible, une capitale occidentale. Prenons un scénario hypothétique, Moscou lance un Satan II en direction de Paris. En moins de 20 minutes, le missile atteint sa cible. À son bord, 10 ogives nucléaires indépendantes de 1 à 2 mégatonnes chacune, réparties pour frapper les centres stratégiques, économiques et symboliques de la capitale française. Résultat, destruction totale d'une zone de plusieurs dizaines de kilomètres, plusieurs millions de morts instantanés, et un nuage radioactif qui se propage à travers l'Europe occidentale. Les hôpitaux, les réseaux d'électricité, les communications, tout est réduit au silence. Paris n'existe plus. Et ce n'est que la première salve. Réaction en chaîne, l'apocalypse programmée. La doctrine nucléaire de l'OTAN repose sur la dissuasion par la seconde frappe. Dès la détection du tir russe, des sous-marins français, britanniques et américains ripostent, visant Moscou, Saint-Pétersbourg et les principaux centres militaires russes. Le temps total d'échange nucléaire est estimé à moins d'1 heure. La planète bascule dans un hiver nucléaire. La lumière du soleil est obscurcie. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Des milliards de personnes sont menacées par la famine, les radiations et le chaos global. Bulle de pensée, une arme qui ne sera, peut-être, jamais utilisée. C'est précisément parce que le scénario est impensable qu'il est redouté. Le Satan II n'est pas conçu pour être utilisé dans une guerre tactique ou régionale. Il est fait pour dissuader. Pour empêcher l'escalade en plaçant une ligne rouge claire, toute attaque majeure contre la Russie équivaut à une annihilation totale. C'est la logique de la destruction mutuelle assurée, MAD, qui a évité une guerre nucléaire pendant toute la guerre froide, et qui continue d'être au cœur de l'équilibre géopolitique mondial. Index revers pointant vers la droite blanc. Le simple fait d'imaginer ce que le Satan II pourrait déclencher suffit à comprendre pourquoi son existence seule est une arme. Une arme silencieuse, terrifiante, qui agit dans l'ombre des décisions des chefs d'État. Ce qu'on ne nous dit pas, mythe, bluff ou réalité. Malgré les annonces spectaculaires, les images impressionnantes et les discours officiels, une question demeure. Quelles sont les véritables limites du Satan II? Un voile de secret et de mystère. Le programme RS-28 Sarma reste largement secret. Les données fournies par le Kremlin sont difficiles à vérifier indépendamment. Beaucoup d'experts militaires soupçonnent que certaines capacités, comme la portée ou le nombre exact d'ogives, pourraient être exagérées pour renforcer l'effet dissuasif. Les essais publics sont rares, et souvent réalisés dans des conditions contrôlées, sans permettre une évaluation complète de la fiabilité opérationnelle. Certains spécialistes évoquent même des problèmes techniques persistants liés à la maintenance, à la mise à feu ou à la navigation. Marteau et clé, des défis techniques majeurs. Construire un missile de cette envergure, capable de résister aux immenses contraintes du vol hypersonique, demande une technologie de pointe. La Russie, sous sanctions internationales, pourrait faire face à des difficultés d'approvisionnement en matériaux stratégiques. En outre, l'intégration des technologies de brouillage, de leurre et de trajectoires imprévisibles reste un défi scientifique et industriel considérable. Balance, bluff stratégique ou réalité solide. Certaines voix dans la communauté scientifique estiment que le Satan II est autant une arme psychologique qu'un outil militaire. En période de tension, gonfler la puissance de ces armes est une méthode connue pour dissuader sans avoir à tirer. Cela ne signifie pas que le missile n'est pas dangereux, bien au contraire. Mais il est important de garder en tête que la propagande militaire peut enjoliver la réalité. Index revers pointant vers la droite blanc. En conclusion, derrière la légende du Satan II, se cache un mélange subtil de technologie avancée, de volonté stratégique et de manœuvres psychologiques. Une arme dont la véritable efficacité reste partiellement voilée, mais dont l'existence bouleverse sans doute l'équilibre mondial. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. Ciao.